57 relève de la logique, ou plus exactement, est la logique elle-même. La méthode, en effet, n'est rien d'autre que la construction de l'ensemble érigé dans son essentialité pure. Il faut toutefois, quant aux choses qui avaient cours jusqu'à présent sur ce sujet, avoir conscience de ce que le système des représentations relatives à ce qu'est la méthode philosophique appartient lui aussi à une culture révolue. Et si ces mots devaient être entendus comme l'écho de quelques quêtes de renommée ou comme des propos révolutionnaires, toute tonalité dont je me sais fort éloigné, qu'on songe simplement que l'état scientifique que les mathématiques nous ont légué, tout l'appareil d'explication, de subdivision, d'axiomes, de séries de théorèmes, avec leurs démonstrations, leurs principes et les déductions et conclusions qu'on en tire, a déjà, au moins dans l'opinion elle-même, passablement vieilli, même si l'on ne comprend pas distinctement son inutilité. Il est clair qu'on n'en fait plus guère usage, ou qu'on n'en fait que peu usage, et que sans être en soi tombé en discrédit, il n'est malgré tout pas aimé. Et nous devons préjuger de toute chose excellente qu'elle s'imposera à l'usage et se fera aimer. Or, il n'est pas difficile de comprendre que la manière qui consiste à mettre en place une proposition et à en avancer des justifications, et pareillement à en avancer 58 d'autres pour réfuter la proposition contraire, n'est pas la forme dans laquelle la vérité peut entrer en scène. La vérité est le mouvement d'elle-même chez elle-même, tandis que cette méthode, c'est la connaissance qui est extérieure à la matière. C'est pourquoi elle est caractéristique des mathématiques, qui, comme nous l'avons noté, ont pour principe le rapport sans concept des relations de grandeur et pour matière l'espace mort ainsi que l'un tout aussi mort, et doit leur être laissé. Elle peut aussi subsister sous une matière plus libre, c'est-à-dire davantage mêlée à l'arbitraire et à la contingence, dans la vie ordinaire, dans une conversation ou un enseignement historique s'adressant plus à la curiosité qu'à la connaissance, comme c'est à peu de choses près, aussi le cas d'une préface. Dans la vie courante, la conscience a pour contenu des connaissances, des expériences, des concrétions sensibles, ainsi que des pensées, des principes et de façon générale les choses considérées comme un donné existant, comme un être ou une essence solidement établie et stabilisée. Tantôt, elle se contente de suivre le cours de tout cela. Tantôt, elle interrompt cette chaîne par l'intervention de son libre choix et arbitre sur ce contenu, et se comporte en instance extérieure qui le détermine et le manœuvre. Elle le ramène à une quelconque chose certaine, quand ce ne serait que le sentiment de l'instant, et la conviction s'estime satisfaite. 59. Quand elle est enfin parvenue à quelque point de repos qu'elle connaît bien. Toutefois, si la nécessité du concept bannit la démarche plus relâchée de la conversation raisonneuse, tout aussi bien que la démarche plus crispée du grand apparat scientifique, il n'est pas question non plus, comme nous l'avons déjà rappelé plus haut, de mettre à sa place la non-méthode de l'approche intuitive et de l'enthousiasme, ni l'arbitraire du discours prophétique, qui ne méprise pas seulement cette scientificité-là, mais la scientificité en général. De même, depuis que la triplicité kantienne, qui n'a encore été retrouvée que par l'instant, qui est encore morte et n'est pas encore saisie de manière conceptuelle, a été élevée à sa signification absolue, et qu'ainsi, dans le même temps, la forme véritable a été mise en place dans son contenu véritable et le concept de la science a surgi, on ne peut pas davantage tenir pour quelque chose scientifique un usage de cette forme par lequel nous la voyons rabaissée au rang de schéma sans vie, de schème fantomatique stricto sensu, et l'organisation scientifique ramenée à un tableau.
Ce formalisme, dont nous avons déjà parlé ci-dessus de manière générale, et dont nous voulons indiquer ici plus précisément la manière, estime avoir conçu et énoncé la nature et la vie d'une figure. 60. Quand il a énoncé à son sujet une détermination du schéma comme prédicat, que ce soit la subjectivité ou l'objectivité, ou encore le magnétisme, l'électricité, et ainsi de suite, la contraction ou l'expansion, l'est ou l'ouest, et autres déterminations de ce genre qu'on pourrait multiplier à l'infini, étant donné que de cette manière, chaque détermination ou figure peut à son tour être réutilisée chez l'autre comme forme ou comme moment du schéma, et que chacune peut rendre obligeamment ce service à l'autre. Bref, tout un cycle de réciprocité qui ne permet pas d'apprendre ce qu'est la chose même, ni ce qu'est l'une, ni ce qu'est l'autre. D'une part, on y emprunte à la contemplation extérieure commune des déterminations sensibles, qui sont certes censées signifier autre chose que ce qu'elles disent, et d'autre part, on utilise ce qui est en soi signifiant, les déterminations pures de la pensée, telles que sujet, objet, substance, cause, l'universel, etc., de manière aussi machinale, non critique que dans la vie courante, de la même façon qu'on emploie les notions de force et de faiblesse, d'expansion et de contraction, en sorte que toute cette métaphysique est aussi non scientifique que ses représentations sensibles. 61. À la place de la vie intérieure et du mouvement autonome de son existence, on énonce alors, selon une analogie superficielle, ce genre de déterminité simple de la contemplation directe des choses, c'est-à-dire du savoir sensible, mais on donne à cette application externe et vide de la formule le nom de construction. Il en va de ce formalisme comme de tous les autres, bien obtus, celui à qui on ne ferait pas ingurgiter en un quart d'heure la théorie qui pose l'existence de maladies sténiques et indirectes asthéniques, ainsi qu'un nombre égal de programmes thérapeutiques, et qui, puisqu'aussi bien ce genre d'enseignement, il y a peu, était suffisant, ne saurait métamorphoser dans ce bref laps de temps le praticien routinier qu'il était en théoricien docteur S, sciences médicales. Quand le formalisme de la philosophie de la nature nous enseigne par exemple que l'entendement c'est l'électricité, ou que l'animal c'est l'azote, ou qu'ils équivalent au sud et au nord, etc., ou qu'ils le représentent, tout aussi crûment qu'on le dit ici, voire embrassant tout cela dans davantage de terminologie encore, il se peut que pareille force capable de capter tout ensemble des choses qui semblent si éloignées, que la violence infligée par cette corrélation aux sensibles en repos, et qui lui confère se faisant l'apparence d'un concept, mais se garde bien d'énoncer. 62. Le principal, savoir, force, et cette violence plonge l'inexpérience dans une stupeur admirative, la met à genoux devant si profonde génialité, et aussi que la sereine gaieté de ce genre de détermination, qui remplace le concept abstrait par du visible observable et le rende moins triste, la met en joie et la pousse à s'adresser elle-même des congratulations pour l'heureuse parenté d'âme ainsi pressentie avec une si magnifique opération. Le truc à l'œuvre dans ce genre de sagesse est aussi vite appris que facile à faire marcher. Une fois qu'il est connu, sa répétition devient aussi insupportable que la répétition d'un tour de prestigitation dont on a compris le procédé. L'instrument de ce formalisme monotone n'est pas plus difficile à manier que la palette d'un peintre qui n'aurait que deux couleurs. Par exemple, le rouge et le vert, pour colorier une surface, la première, quand on lui demanderait une scène historique, la seconde, quand on lui demanderait un paysage. Il serait difficile et de dire
ce qui l'emporte en l'espèce, si c'est la grâce agréable avec laquelle tout ce qu'il y a dans le ciel, sur la terre et sous la terre, serait ainsi badigeonné avec ce genre de bouillon de peinture, ou la présomption de l'excellence de ce moyen universel, 63, chacune conforte l'autre, le produit de cette méthode, qui consiste à coller les 2 ou 3 déterminations du schéma général sur toute chose céleste et terrestre, sur toutes les figures naturelles et spirituelles, et à tout ranger de cette manière, n'est rien moins qu'un lumineux rapport sur l'organisme de l'univers, c'est-à-dire un tableau semblable à ces squelettes encollés de petites fiches. Ou ces rangs de bois, fermés, adornés d'étiquettes qu'on trouve dans les boutiques de marchands d'épices, tableaux aussi clairs et distincts que la différence du ceci et du cela, et qui, de la même façon qu'on a retiré la chair et le sang des os de squelettes, ou que dans la boutique la chose tout aussi peu vivante est cachée dans les boîtes, a lui aussi abandonné ou caché l'essence vivante de la chose, comme on l'a déjà fait remarquer ci-dessus. Cette manière de procéder aboutit aussi, en fin de compte, à une espèce de peinture monochrome absolue, dès lors que la hantise des honteuses différences du schéma l'entraîne à enfoncer celle-ci, pour prix de leur appartenance à la réflexion, dans la vacuité de l'absolu, fabriquant ainsi la pure identité, le blanc sans forme. Cette homochromie du schéma et de ses déterminations sans vie, d'une part, et d'autre part, cette identité absolue, ainsi que le passage de l'une à l'autre, 64 sont tout autant l'une que l'autre, entendement mort et connaissance extérieure. Toutefois, non seulement les plus excellentes choses ne peuvent échapper au destin d'être de la sorte, privées de vie et privées d'esprit, et ainsi écorchées, de voir leur peau habiller les épaules du savoir sans vie et de la vanité qui l'habite. Mais dans ce destin-là, lui-même, il faut même encore reconnaître la violence que ces choses excellentes exercent sur les cœurs, sinon sur des esprits, ainsi que la formation progressive à l'universalité et la déterminité de la forme, en laquelle consiste son achèvement, et qui seul permet que l'usage de cette universalité fasse de celle-ci une superficialité. La science ne peut s'organiser qu'à travers la vie propre du concept. En elle, cette déterminité prise au schéma et collée de l'extérieur sur l'existence et l'âme du contenu accompli, qui se meut elle-même, le mouvement de ce qui est consiste, d'une part, à devenir à soi un autre, et à devenir ainsi son propre contenu immanent, et d'autre part, ce qui reprend en soi-même ce déploiement ou cette existence qui est la sienne, c'est-à-dire fait de soi un moment et se simplifie en une déterminité. Dans le premier mouvement, la négativité et l'activité de différenciation et de position de l'existence dans le second. 65. Dans ce retour en soi, elle est le devenir de la simplicité déterminée. C'est de cette façon que le contenu montre sa déterminité non comme quelque chose qu'il a reçu, ou s'est fait épingler dessus par un autre, mais en se la donnant à lui-même, et c'est à partir de lui-même qu'il vient prendre rang de moment et se désigner comme une localisation parmi d'autres du tout. L'entendement de type tabulaire conserve pour soi la nécessité et le concept du contenu, ce qui fait le concret, l'effectivité et le mouvement vivant de la chose qu'il range dans son tableau, ou plus exactement,
On ne dira pas qu'il conserve tout cela pour soi, mais qu'il ne le connaît pas. Car s'il avait cette intelligence des choses, il la montrerait sans doute. Il n'en connaît pas même le besoin, car alors il mettrait sa schématisation en sourdine, du moins ne pourrait, grâce à elle, en savoir plus que ce que donne une table des matières. Cet entendement ne donne que la table des matières, un sommaire du contenu, mais il ne fournit pas le contenu proprement dit, même quand la déterminité, comme c'est, par exemple, le cas du magnétisme, est une déterminité en soi concrète ou effective. Elle n'en est pas moins descendue au niveau de quelque chose de mort, puisqu'elle ne fait qu'être le prédicat d'une autre existence, sans être connue comme une vie immanente de cette existence, ou telle qu'elle est, en celle-ci, son auto-engendrement et son exposition propre et natif. L'entendement formel laisse aux autres le soin d'ajouter 66, cette chose capitale, au lieu d'entrer dans le contenu immanent de la chose. Il regarde toujours le tout de très haut et se tient au-dessus de l'existence singulière dont il parle, c'est-à-dire ne la voit pas du tout. Tandis que la connaissance scientifique exige au contraire qu'on se remette à la vie de l'objet, ou ce qui revient au même, qu'on est devant soi et qu'on énonce la nécessité intérieure de celui-ci, en s'effonçant ainsi profondément dans son objet. Elle ne se souvient plus de cette vue d'ensemble qui n'est que la réflexion du savoir en soi-même, à partir du contenu. Toutefois, enfouie ainsi dans la matière et progressant continuellement dans son mouvement, elle revient en soi-même, mais ce retour ne s'opère pas autrement que par la reprise en soi du remplissement du contenu qui se simplifie en une déterminité, se réduit lui-même jusqu'à être un seul et unique côté d'une existence, et passe dans sa vérité supérieure. Et par là, le tout simple qui se regardait de très haut émerge lui-même de la richesse où sa réflexion semblait perdue, par le simple fait que la substance, selon l'expression que nous avons employée ci-dessus, est en elle-même sujet, tout contenu et sa propre réflexion en soi-même, la père-existence ou la substance d'une existence,